Okay, we are ready to get going. Bonjour, on est prêt à commencer. Merci beaucoup d'être venu. Et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Jennifer, la directrice exécutive de Cassie Friends. Et avant de commencer, un petit rappel rapide si vous voulez écouter cela en français. Nous avons un bouton pour l'interprétation en bas de votre écran. Il y a certaines personnes qui ont fait la demande de l'enregistrement en français. Alors, cliquez là-dessus. Comme ça, vous allez avoir accès à tout ce webinaire en français. Autrement, nous sommes prêts à commencer. Et alors, j'ai de l'aide avec de l'équipe, avec Brittany, qui va changer les diapositives. Alors, merci. Alors, on a reçu un peu de neige ici à Vancouver. Alors, nous avons quelques problèmes techniques, mais nous sommes épatés de pouvoir accueillir les gens ici aujourd'hui pour notre séance aujourd'hui. Que vous disent vos tripes? Alors, il s'agit de notre série d'éducation. Si vous passez à la prochaine diapositive, je vais juste prendre un moment pour remercier nos commanditaires. Cela est Nicola Wealth Management, AbbVie, Amgen et Sobi. Nos partenaires nous aident à rendre ces séries possibles et nous sommes épatés de les remercier et de partager la présentation d'aujourd'hui avec vous. Prochaine diapo. Alors, on voulait présenter toutes les personnes dans la salle. C'est un bon moment de prendre ce temps de vous présenter dans le chat. Alors oui, on apprend beaucoup ici dans les séances, mais c'est une opportunité de vous connecter là avec les autres familles ici durant les séances. Alors, si vous voulez mettre vos noms, votre emplacement dans le chat, et si vous voulez partager votre diagnostic avec nous, mettez tout cela dans le chat. Comme ça, on va pouvoir avoir et comprendre tous les gens qui sont là dans la salle avec nous. Il y a une représentation de 4 pays et de toutes les provinces et territoires du Canada ici avec nous aujourd'hui. Alors, on est épaté de voir l'intérêt sur ce sujet. Prochaine diapositive. La présentation d'aujourd'hui fait partie de notre bibliothèque virtuelle qui devient de mieux en mieux. Nous avons tenu plein de séances. Il y a beaucoup de sujets qui sont recommandés par les familles et les jeunes aussi. Alors, notre bibliothèque virtuelle croît et chaque séance sera donc mise dans notre classe en ligne sur cette ressource. Et là, la prochaine diapositive, vous allez voir un petit survol de cette ressource. En fait, nous avons une page pour les maladies et pour avoir plus d'informations sur cette connexion sur le microbiome de l'intestin. Et là, il y a beaucoup d'autres ressources. Il y a des informations sur l'arthrite juvénile, mais d'autres maladies. Et vous voyez ici plusieurs maladies et d'autres informations associées. Prochaine diapositive. Nous avons également un groupe de soutien en ligne de parents. On est sur Facebook, ça s'appelle Juvenile Arthritis Canada, arthrite idiopathique juvénile. Nous avons plusieurs membres qui y font partie. Il y a beaucoup de conversations qui sont tenues là. Si vous avez une question, si vous voulez partager une histoire, une réussite, si vous avez un défi, vous pouvez vous rendre là en ligne. Et les parents sont là et ces parents s'entraident et partagent leurs expériences personnelles. Et c'est tellement important. C'est important pour soutenir nos enfants. Prochaine diapositive. Alors, tout cela, les webinaires, l'éducation en ligne, programme de mentorat. Bon, je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, c'est une journée formidable. C'est le jour de faire des dons. Eh bien, nous avons donc un programme de jumelage. Nous avons deux donateurs qui vont jumeler vos dons jusqu'à 100 000 $. Vous pouvez utiliser le code QR là en bas. Et on vous demande, s'il vous plaît, de faire un don. Comme ça, on peut continuer à faire ce bon travail au cours de l'année de 2023. Prochaine diapositive. Au cours de la présentation d'aujourd'hui, si jamais vous avez une question, en bas de votre page Zoom, vous allez voir une page ou une boîte de questions et réponses. Vous pouvez poser la question de façon anonyme ou pas. Et si on ne peut pas répondre à votre question, vous pouvez toujours envoyer un courriel à notre adresse courriel ou vous pouvez même aller voir sur notre bibliothèque en ligne pour voir s'il y a des réponses. Sur ce, je vais maintenant vous présenter notre première personne qui va faire la présentation, Cassie Porte.
a donc travaillé avec Cassie et Friends de façon involontaire quand elle a été diagnostiquée avec l'arthrite juvénile à 20 mois. Depuis ce temps, elle est devenue une militante pour d'autres jeunes à l'école et au camp dans les recherches en tant que blogueuse sur notre canal YouTube. Cassie, maintenant, est en 12e année à Vancouver et elle commencera à l'université l'année prochaine et elle va étudier les sciences. Et notre équipe est donc fière de dire ce nom Cassie à plusieurs reprises durant la journée. Elle est ici aujourd'hui pour partager ses expériences en vivant avec l'arthrite juvénile. Alors, Cassie, bienvenue. Vous pouvez allumer votre caméra maintenant et vous pouvez parler. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Cassie. Oui, la Cassie, 17 ans et en 12e année. Et j'ai été diagnostiqué avec l'arthrite juvénile à 20 mois. Alors, voilà mon histoire. Un matin, je me suis levé et je ne pouvais pas marcher parce que le genou était enflammé. Tout de suite, mes parents m'ont apporté à l'hôpital où on m'a diagnostiqué avec l'arthrite idiopathique juvénile. Quand un enfant est diagnostiqué avec l'AIJ, on diagnostique les gens avec le cœliaque également. Alors après d'avoir vécu avec l'arthrite avec un bon bout de temps, je devenais malade avec tout ce que je mangeais. À l'hôpital, on m'a donc fait des tests pour le cœliaque. Bon, ça a pris beaucoup de temps pour recevoir les résultats. J'ai appris que je recevais ce diagnostic de maladie de cœliaque. Je voulais vous parler de ces médicaments tout d'abord. Je prends 2 injections, methotrexate et tocilizumab. Tocilizumab n'a pas d'effet sur mon ventre, mais l'autre médicament, oui. Après, j'ai mal au cœur et des fois, je vomis. Oui, je travaille sur d'autres stratégies pour atténuer cela, mais petit à petit, je surmonte la situation. Retournons au cœliaque. Bon, je suis là, j'ai toujours vécu cela, alors c'est normal pour moi. Pendant longtemps, je n'ai pas pu manger du gluten. Quand j'étais très petite, à peu près en 2010, en 2009, quand je sortais pour aller manger, c'était difficile. Les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, gluten. Alors, c'était difficile d'expliquer cela aux gens. Chaque fois qu'on sortait, le chef devait venir me voir pendant que mes parents expliquaient la situation. Bon, j'étais donc exigeante et je ne pouvais pas manger un filet mignon. En fait, plus tard, je pouvais le manger. Alors, sans gluten et cœliaque, quand même, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux connu. Et plusieurs restaurants ont des options pour des gens comme moi. Je vais dire que ça, c'est une allergie et non pas une préférence. Alors, il faut faire très attention. Alors, habituellement, je dis, écoutez, je souffre de cœliaque, alors je ne peux pas manger le gluten. Et bien que je suis moins exigeante, donc je fais plusieurs demandes quant à ma commande. Durant mon enfance, je ne pouvais pas donc avoir un lunch à l'école et j'ai toujours donc avec un lunch de ma maison. Habituellement, c'était même mieux que la nourriture à l'école. J'avais l'impression que j'étais un petit peu délaissé parce que je ne pouvais pas avoir le lunch à l'école comme les autres. Bien que cette petite différence importait de moins en moins, j'ai vu que ma famille et moi, quand on partait en vacances, on partait là où l'anglais n'était pas la langue maternelle des gens. C'est difficile de pouvoir expliquer cette gravitude de ma condition. Mon frère bon, peut bien goûter quelque chose pour voir s'il y a du gluten ou pas. Et ça, c'était très utile pour nous quand on voyageait à l'étranger. Des fois, le serveur ne comprenait pas ce qu'on voulait, mais on devait apporter des éclaircissements et ça, c'était très utile quand on a une question ou un problème. Également, je passais pour aller à un camp. Et au début, j'étais la seule petite qui avait un problème de cœliaque et ma mère envoyait plein de boîtes de nourriture avec moi. Et j'étais tellement embarrassé que je me suis rendu là avec le bus, là, avec 2 grands sacs, mais 5 boîtes de nourriture. Et alors, écoutez, je me suis habitué.
Et je me suis rendu compte que ce sont des choses qui doivent être faites quand on a une condition comme la mienne. Je sais qu'une autre question qui vous passe à l'esprit, c'est une question de quand vous allez à des fêtes d'amis. Quand je me rendais chez des amis, bon, c'était difficile. Une de mes amies donc, avait pour séparer pour pouvoir faire de la nourriture pour moi. Et tout le monde était très donc, attentif. Durant les fêtes, je ne pouvais pas donc me défendre. Alors, ma mère m'a envoyé avec un peu de nourriture. Oui, c'est certainement une difficulté, mais dans l'éventualité, on commence à s'habituer. Alors, il y a donc des étapes à franchir, mais à la fin, ça vaut la peine. C'est important de suivre ce régime parce que même une contamination croisée peut me donner de la diarrhée et même je peux vomir. Il y a des moments où j'ai l'impression que je ne veux pas jouir de la même situation des amis et on mange du poulet ou d'autres nourritures que j'aimerais bien manger. Dans l'éventualité, on oublie tout cela de substitut et les gens comprennent maintenant la situation des gens qui souffrent de cela. Alors, j'ai toujours eu de la chance parce que je ne sais rien de différent et je ne connais même pas le goût du pain. Alors, les gens qui ont été diagnostiqués récemment, bon, oui, il faut s'habituer, mais ce n'est pas un régime très difficile à suivre, bien que peut-être c'est quelque chose horrible par-dessus de l'arthrite juvénile, s'il y a que c'est une maladie qui était gérable. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Cassie. That was an amazing talk. And I know that you Merci have beaucoup, Casey. serious talent in the gluten-free baking department. So Je sais que tu sais comment cuisiner sans gluten. Alors, il faudrait que tu partages tes recettes sur notre site. that can be your next Cassie Talk series. Peut-être que ça pourrait faire partie d'une série de discussions avec Casey. We are going to Sur introduce ce, speaker. je vais présenter notre prochaine conférencière, Kelsey Thompson, qui est adjointe de recherche au laboratoire Houghton Hoover de l'École de santé publique T.H. Chan de Harvard au département de biostatistique. Elle a aussi des diplômes de l'Université de New England. Elle a aussi étudié au Texas. Alors, elle est en train d'étudier dans le domaine et je vais vous dire que c'est une chercheuse qui explique tellement bien ce qu'il en est. Alors, sur ce, je suis très contente de céder la parole à Kelsey. I always forget to unmute myself. Thank you for that great introduction. Merci I'm beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Kelsey. microbes and inflammation. Alors, je vais vous parler des microbes et de l'inflammation et je vais voir comment les microbes présents dans l'intestin ont un effet sur l'arthrite. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'arthrite et aussi la sévérité de l'arthrite? On en connaît plus depuis quelques années. Avant de commencer, il faut d'abord définir le microbiome intestinal. Les microbes sont partout. Alors, dans mon doctorat, j'étudie surtout le microbiome qui se retrouve dans l'eau, dans le sol, et je mets maintenant l'accent sur la santé humaine et l'arthrite. Et les microbes sont partout. Et depuis quelques décennies, on se rend compte que les microbes sont partout. Avant, on pensait que les microbes étaient pathogéniques. Maintenant, on se rend compte qu'il y a de la salmonelle, il y a de l'E. coli et tout cela cause la diarrhée et des crampes d'estomac. Alors, ce sont des associations qu'on faisait avec les microbes, mais on se rend compte que les microbes ne se retrouvent pas seulement dans les intestins, ils sont partout, ils sont dans les murs, dans les chaises, sur la peau.
et aussi dans l'organisme. Et les microbes contribuent à la santé humaine. Donc, il est très important d'en apprendre plus sur les microbes, de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est très important d'avoir des microbes sur la peau. Ça protège. Alors, les personnes qui ont de l'eczéma, par exemple, ont un microbiome très différent, surtout lorsqu'il y a des flambées. Et aujourd'hui, je vais parler des microbes comme un milieu de travail. Alors, les microbes ont un nom, comme un nom d'employé, par exemple. C'est très compliqué de prononcer les microbes, mais les microbes ont un nom, comme Kelsey. Ça, c'est mon nom aussi. Les microbes ont un nom. Alors, je m'appelle Kelsey, c'est mon nom, et mon poste, c'est d'être une scientifique. Et c'est la même chose pour les microbes. Les microbes ont un nom, un poste ou un nom, une fonction. Donc, elles se retrouvent dans un groupe comme dans un organisme. Alors, les microbes sont un peu comme des employés qui ont un nom et une fonction. Ce qu'on a appris au cours des dernières décennies et au sujet du microbiome et de la santé, c'est que le microbiome, ce sont les microbes qui occupent un certain espace. C'est une communauté. Alors, comme d'autres organismes, comme les bactéries, et les microbes contribuent à la santé. Par exemple, lorsqu'on mange quelque chose, on ne peut pas avoir la nourriture comme telle. Elle arrive à être décomposée, cette nourriture-là, en raison des microbes. Et les vitamines sont importantes aussi. Alors, et les vitamines ne sont pas produites par les humains, c'est dû au microbiome. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on a apprises. Par exemple, les microbes peuvent réduire l'inflammation ou également euh, vont réduire les risques de certaines maladies et agissent aussi sur les acides gras à chaîne courte. Et je vais vous parler surtout du microbiome intestinal parce que ma recherche porte là-dessus. On se rend compte qu'il y a diverses façons qu'on peut modifier le microbiome. Alors, le microbiotique, par exemple, il y a des bonnes bactéries, la fibre alimentaire, ça c'est quelque chose de bon. Et il y a de bons gras qui se retrouvent dans le microbiome intestinal. Alors, les probiotiques, par exemple, alors l'apport de probiotiques, c'est l'absorption de microbes. Ça peut être sous forme de pilules ou c'est sous forme de microbes. Et il y a peut-être 20 microbes qu'on peut absorber. Ou par exemple, on peut manger des produits fermentés, du yaourt. Il s'agit à ce moment-là de probiotiques et ça, c'est quelque chose de bon. Et et il y a donc un effet positif, mais il y a aussi des effets négatifs parce qu'on sait qu'il peut il y avoir de l'inflammation intestinale ou de la production de LPS ou d'autres choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé physique et la santé mentale. On peut aussi avoir des gaz qui sont dus à ces effets négatifs. Et puis, on a aussi les antibiotiques ont un effet négatif parce que les antibiotiques peuvent aussi attaquer certains bons microbes. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir fatigué lorsqu'on prend des antibiotiques. D'autres façons d'altérer le microbiome,
En plus de certains médicaments, il y a le méthotrexate qui a un effet aussi. La consommation de viande rouge, ça agit sur le microbiome ou encore l'apport de sucre. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on connaît au sujet du microbiome. On sait quelles sont les altérations et on sait ce qui se passe dans le microbiome. Mais ce qui est vraiment passionnant à mes yeux, c'est qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et je pourrais parler du microbiome tout le temps. Et, et les échantillons de sel sont très importants pour comprendre ce qui se passe pour les microbiomes. Et 80% des microbes sont connus. Alors, il y a 20 à 30% des microbes qui se retrouvent dans l'intestin et qu'on ne les connaît pas. On ignore ce 20 ou 30% de microbes. Lorsqu'on parle de fonction, il y a 70% de la fonction qu'on ne connaît pas. On ignore encore ce qu'il en est de la fonction de ces microbes. Alors, jusqu'à présent, on a pu identifier des fonctions qui aident à la santé. Alors, il y a vraiment beaucoup à apprendre au sujet du microbiome intestinal. Et on sait que les microbiomes sont associés à l'inflammation et aux maladies inflammatoires. Alors, il y a toute une gamme de maladies, par exemple, les maladies inflammatoires de l'intestin, les troubles métaboliques, l'arthrite inflammatoire. Et à ce moment-là, on voit que les microbes sont associés à ce genre de maladie. Lorsque l'inflammation est systémique, elle se retrouve ailleurs que dans les intestins, sur la peau ou dans les poumons. On voit les mêmes microbes qui se retrouvent aussi dans l'inflammation locale, que ce soit l'asthme ou l'arthrite rhumatoïde. Alors, il y a des signaux communs et, et cela nous donne beaucoup d'indications. Et ce qui est important, c'est que quelques-uns de ces problèmes sont locaux et d'autres n'ont rien à voir avec les microbes. Alors, pour les premières années de mon travail post-doc, j'ai mis l'accent sur le microbiome des adultes qui ont de l'arthrite inflammatoire et on s'est rendu compte que c'est différent par rapport aux individus en bonne santé. Autrement dit, les microbes sont différents. Et surtout, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des microbes normaux dans l'intestin. Alors, il y a une perte de microbes normaux et il y a une augmentation de pathogènes. Et on a des taxons pro-inflammatoires à ce moment-là. Dans les maladies inflammatoires, les microbes oraux vont migrer dans l'intestin et s'installer dans l'intestin, être colonisés dans l'intestin. C'est une tendance qui se dessine et qu'on voit constamment. Et nous avons aussi des microbes pro-inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité à empirer l'inflammation dans l'intestin. Et ça, on le voit dans les maladies intestinales inflammatoires. Et on voit ici le lien entre les divers microbes dans le cercle. Alors, dans la couleur,
on voit si le microbe est en bonne santé. Alors, ce sont les couleurs froides en bleu, en vert, et les couleurs chaudes, rouge, violette, et cela provoque souvent de l'inflammation. Alors, du côté des couleurs froides, ce sont des microbes normaux qu'on retrouve dans l'intestin. On a divers types de microbes qui sont identifiés dans un microbiome non inflammé. Donc, nous avons des microbes qu'on retrouve dans le microbiome et qui sont sains. Alors, par exemple, dans le cas des Brahinisie et autres, mais on voit ici une augmentation de l'espèce orale dans le cas des mauvais microbes. Alors, le streptocoque, par exemple, s'y retrouve et ces microbes de streptocoque colonisent l'intestin et il y a une présence dans le microbiome. Alors, d'autres taxons pro-inflammatoires, par exemple, le coli, et ça peut se produire très rapidement. Ça fait souvent la manchette des nouvelles lorsqu'il y a des cas de colis et on peut avoir des symptômes gastro-intestinaux, de la diarrhée. Alors, nous avons aussi les rhumiocoques Navus qui est pro-inflammatoire également. Et on s'est rendu compte que ça produisait la molécule à la base de l'inflammation. Et on retrouve ça dans l'arthrite. Et il y a aussi des transitions. Il y a une perte des microbes normaux dans le cas des pathogènes et les taxons prennent la relève. En plus de cette transition dans le nom des microbes qu'on retrouve, on voit aussi dans la fonction des microbes. Alors, dans les adultes que nous avons, où il y a de l'arthrite inflammatoire, on voit des changements. Et ce qu'on voit souvent dans le cas de microbiome dans l'arthrite, c'est le changement pour ce qui est de la transformation des vitamines. Et beaucoup de fonctions touchent la vitamine B, la vitamine B9, par exemple, et on sait que le méthotrexate a un effet, mais surtout pour les patients qui n'avaient pas encore commencé le traitement et ne prenaient pas encore de médicaments. Et on s'est rendu compte que les gènes ou la fonction qui sont là pour le cycle de la vitamine B, on voyait qu'il y avait plus de capacité fonctionnelle dans l'intestin. Mais pour B12, c'était différent à ce moment-là. Donc, il y a des altérations qui sont observées dans la capacité fonctionnelle de l'intestin. Il y a aussi des changements en ce qui touche le fer. Alors, on sait que le fer, c'est très important. Ça nous aide à avoir de l'oxygène dans l'organisme et également, et il faut que l'apport du fer soit là et que le fer demeure. Et on s'est rendu compte que dans le cas d'arthrite inflammatoire, cela affectait le fer. Et les cellules immunitaires sont aussi touchées. Et les microbes, donc, vont prendre plus de fer. Alors, c'est ce qu'on voit chez les adultes. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'arthrite juvénile idiopathique? Alors, toutes mes données proviennent du Royaume-Uni. Nous avons eu des données pour l'arthrite juvénile. Alors, j'ai recueilli les données à Londres de 2 cliniques de UCL et tout cela
a été financé par le Royaume-Uni. Et pour chaque enfant ou adulte qui avait accepté de participer à notre étude, on donnait des échantillons de sang et de sel. Donc, nous avons évalué quelle était l'arthrite et ce qu'on voyait dans l'échantillon. Donc, lors du rendez-vous, on recueillait le sang et les sels, on avait des marqueurs et on les envoyait chez eux avec une petite trousse. Donc, il y a des petits tubes pour recueillir les échantillons. Alors, ils peuvent mettre un petit peu de leur sel dans les tubes en question et nous envoyer les échantillons. Alors, vous allez voir ce qu'il en est. C'est que avant 16 ans, on avait 81 personnes qui se sont portées bénévoles et de l'âge jusqu'à 15 ans, on en avait 89. Donc, on avait 81 personnes de plus de 15 ans et 89 personnes de moins de 15 ans. Et on voit ici l'inflammation qui se retrouve dans les échantillons. Alors, dans le cas des sels, voici ce qu'il en est. Je recueille les données. Alors, on a pris l'ADN dans l'échantillon de sel et on a essayé de voir quels étaient les microbes présents et ce qui se retrouvait dans le cycle. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les métagénomiques. Alors, c'est une quantification de ce qui retrouve dans les sels. Alors, pour les microbes, et on sait que les humains transforment de la nourriture, etc. Et ce qu'on essaie de voir, c'est d'évaluer les produits chimiques qui se retrouvent dans les sels. Alors, dans cette étude, nous avions un certain nombre de personnes qui avaient été bénévoles. Nous avions aussi des groupes témoins en bonne santé, soit les frères et les sœurs, ou encore des enfants. Alors, on a eu des échantillons des membres de la famille. Alors, nous avons vu ici le groupe témoin en bonne santé et maintenant, le polygo, c'est un facteur, c'est quelque chose qui est produit par le système immunitaire, surtout dans l'arthrite. Alors, il y a des facteurs négatifs. Alors, on a eu donc ce qu'on appelle le polygo. On a eu également la fièvre rhumatismale, l'arthrite polyarticulaire, également l'oligoarthrite est extensive, la polyarthrite. Donc, ce sont des personnes qui ont le FR positif et nous avions aussi la polyarticulaire, également l'arthrite psoriasique. On voit ici l'âge. On voit ici le nombre de patients qui ont plus de 12 ans, qui sont surtout polygos. On voit ici ce qu'il en est en fonction de l'âge. Maintenant, j'aimerais noter que le microbiome, qu'il y a des changements rapides chez les jeunes patients. Alors, par exemple, il y a des cas de diabétiques. Alors, entre la naissance et jusqu'à l'âge de 3 ans, il y a un développement rapide et des changements rapides. Beaucoup de choses se passent au niveau du microbiome. Alors, c'est influencé par certains facteurs, s'il y a eu une césarienne ou si le nourrisson, l'enfant a été nourri au sein.
Et il y a aussi une transition qui se fait à la nourriture solide. En tout cas, les études montrent qu'à très jeune âge, le microbiome intestinal change rapidement et de façon prévisible. Mais ensuite, il y a des transitions. Et c'est très difficile de voir quels sont les changements communs qui ont lieu. Donc, on a besoin de plus d'échantillons pour avoir des résultats plus probants. Et deux individus ne se ressemblent pas. Alors, mon microbiome est très différent de celui de quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, les personnes qui vivent ensemble ont certains points communs en ce qui touche le microbiome. Mais si vous avez un animal domestique aussi, vous pouvez partager le même microbiome aussi. Mais c'est très difficile de voir des facteurs communs pour le microbiome parce que chaque individu est différent. Alors, on a vraiment besoin d'échantillons de sel pour faire l'analyse. On s'est rendu compte qu'il y avait une grande différence en fonction de l'âge. Alors, chaque point est un échantillon. Et si les échantillons sont rapprochés, c'est qu'il y a des ressemblances pour les microbiomes. Alors, deux points rapprochés ont plus de similitudes pour ce qui est du microbiome. Et on voit ici ce regroupement au bas qui montre l'âge en fonction de la couleur. Donc, ici, nous avons des personnes plus jeunes. On s'y attendait, mais vous voyez ici que c'est très difficile à analyser parce qu'il y a des regroupements. Et dans cette cohorte, en particulier chez les jeunes individus, on pouvait voir les individus avant le traitement jusqu'à 12 ans. Nous avons les articulations actives, également la vitesse de sédimentation des érythrocytes, c'est-à-dire la vitesse de sédimentation des globules rouges. Et cela a un effet sur l'inflammation. Une autre mesure, c'est la protéine C réactive. Ce sont des mesures d'inflammation. Ces deux sont des mesures d'inflammation, mais ce sont des mesures assez imparfaites, mais c'est simplement pour montrer s'il y a de l'inflammation ou non. Également, il y a le facteur rhumatoïde. Très bien. Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a une corrélation entre l'inflammation ou le marqueur de l'inflammation et les articulations actives. Mais lorsque l'individu est plus âgé, 13 à 40 ans, il n'y a pas de corrélation. Alors, chez les jeunes, alors évidemment, les chiffres peuvent changer. Et on peut analyser les données de façon différente, mais de 0 à 15 ans, on voit que les anti-rhumatismaux modificateurs de la maladie, eh bien, que ce soit des médicaments biologiques ou non, on voit de 16 à 40 ans, on voit beaucoup plus d'orange, c'est-à-dire qu'il y a un traitement de 0 à 15. On voit qu'il y avait des médicaments qui n'étaient pas pris. Et puis ici, on voit en fonction des couleurs ce qu'il en est des médicaments, que ce soit les stéroïdes ou les AINS, autres, ou pas du tout de médicaments. Alors évidemment, il y a une modification intégrale, mais si stable pour ce qui est de la prise de médicaments, il y a moins d'inflammation et le microbiome est stabilisé. Dans les diapos qui s'en viennent, je vais vous montrer que le microbiome intestinal change moins chez les très jeunes comparativement à ceux qui ont plus de 15 ans. We did not Alors, see contrairement aux adultes, nous n'avons pas vu
un changement global dans le microbien. Bon, nous n'avons pas pu donc identifier ces grappes dans ces groupes ou dans une altération globale de ceux qui ont l'AIJ. Alors ici, les points sont plus près, sont plus semblables. Et il n'y a pas de grappe claire par des sous-groupes comparés au contrôle de gens en santé. Alors, j'ai fait un petit peu plus. Et là, il s'agit du Nova. Alors, c'est-à-dire que dans l'axe X, c'est le pourcentage de variation qui explique par chaque variable sur la composition du microbiome de l'intestin. Alors, si on prend l'âge et on prend ce barreau ici en rouge, à peu près 5% de la différence en microbes ou la variation des microbes dans ces échantillons sont expliqués par l'âge du patient. Et ça, c'est la seule variable, c'est l'âge de 0 à 12 ans qui a été important. Alors, les modèles ont repéré cela comme variable qui impacte la composition mondiale ou la composition totale des microbiomes de l'intestin, de ceux entre 0 et 12 ans. Ça explique à peu près le même montant de variation et c'est à cause des modèles catégories comparées à des variables en continu et il y aura donc des changements par rapport au Paranova. Pour ceux de 13 ans jusqu'à 40 ans, dans leur profil, nous avons vu des marqueurs inflammatoires qui causent un changement important dans la fonction des microbiomes de l'intestin. Par exemple, des choses telles que la vitesse de sédimentation globulaire a causé en fait un impact important sur le profil fonctionnel du patient. La seule chose qui était associée au changement taxonomique, c'était ceux qui avaient des animaux. Alors ça a eu un impact sur quel microbe ou microbiome existait dans l'intestin. Nous n'avons pas pu trouver un signal mondial, un signal global de changement. Quand on voulait voir quel changement dans la présence de microbes. Bon, habituellement, on a entre 100 microbes par personne. Et donc, parmi ces 100 microbes, nous n'avons pas vu de changement important. Quand on a examiné ces 100 microbes, s'il y a eu des changements dans l'intestin, on a vu des changements des microbes présents ou le nombre de microbes là au sein du microbiome de l'intestin. Alors ici, nous voyons l'inflammation de ceux entre 0 et 15 ans. Rouge indiquerait donc qu'il y a eu une association importante avec l'inflammation ou avec Polygo. Et bleu, ça signifie qu'il y a moins de présence, moins de prévalence et donc moins de montant. Si on fait en comparaison aux adultes qui souffrent d'arthrite inflammatoire, on voit que ces variables sont aussi changées chez les adultes ayant l'arthrite inflammatoire. Et vous allez voir que des choses comme le streptocoque donc commencent à envahir le microbiome. Alors, il y a le streptocoque vinolala aussi, des choses qui ont été repérées dans la région orale. Alors ici, il y a d'autres choses qui sont perdues chez les jeunes, telles que les bactéroïdes uniformis ou Alistipins putredinis. Quand on examine ici au niveau individuel, on voit ici les barreaux qui nous indiquent s'il y a plus, si la barre était plus élevée, il y avait plus d'échantillons. Et ici, ces diagrammes ici à droite nous montrent qu'il y a un changement à droite, nous avons vu plus de microbes dans le microbiome. Alors, pour Bacteroides uniformis, c'est en bleu ici, où on voit que c'était plus à gauche. Alors, il y a eu le plus grand montant, nous avons identifié les plus de microbes de celui-là. Et on peut voir ça, la même chose pour les espèces de streptocoques.
Alors, en bleu, bon, on voit que 60% des échantillons, nous n'avons pas vu le streptocoque dans les selles, mais c'était moins abondant. Il y avait moins de microbes qui ont été trouvés dans les patients. Alors, ce changement vers cela a été identifié pour les sous-groupes de l'AIJ. On peut examiner les microbes. Alors ici, on voit un diagramme qui nous montre que la relation entre les microbes. Alors, chaque point représente un échantillon et nous avons comparé cela à Rhumacoccus nevis qui a été tiré de chaque échantillon pour voir s'il y avait une relation. En haut, on voit beaucoup de bleu. Ce bleu indique que beaucoup des échantillons ont été pris des patients en bonne santé. Ensuite, nous avons d'autres diagnostics comme l'arthrite rhumatoïde des patients polygo également. Et ensuite, nous avons cette partie en bas. Ici, cela nous indique que la plupart de ces cas étaient des gens isolés, de personnes ayant l'arthrite inflammatoire, que ce soit rhumatoïde ou que ce soit donc ERA ou d'autres sous-types. Ce que nous avons ensuite fait, nous avons pris ces individus, ces échantillons, on les a isolés des échantillons de sel et nous avons fait des tests dans les souris. Pour les souris qui ont été données, ces microbes, donc ils avaient donc des maladies plus graves, c'est-à-dire que même la présence de Rhumacoccus nevis pouvait causer plus de maladies chez les souris. Alors, on va changer de vitesse un petit peu. Il s'agit également d'altérations fonctionnelles. Alors ici, dans ce diagramme, on voit des diagrammes de densité et on voit donc le montant identifié dans le microbiome. En rose, vous voyez des échantillons de personnes d'inflammation avec au moins une articulation donc inflammée. Et il y a plus de tryptophane et biofine. Et là, il s'agit des fonctions qui créent ces aminoacides dans le biome. Tryptophan, biotryptosome en particulier sont des transmetteurs qui sont très importants pour la santé du cerveau et également, même chose pour polyamine qui est là pour réglementer la condition des microbiomes. Ensuite, il y a eu des altérations dans le montant. Alors, il y a eu plus de présence de protéines dans les sulfates, dans le cycle de sulfate. Alors, ces changements dans la façon dont le hôte traite cela, donc, nous donnent des informations sur leur santé. Pour les produits chimiques, alors dans le microbiome, on voit également des altérations qui sont vues chez ceux avec des inflammations. Alors, cadavérine. Bon, on sait qu'avec l'inflammation, il y a une augmentation. Alors, dans les échantillons de sel, nous avons vu une augmentation dans le cadavérine chez ceux ayant des inflammations. Alors, axe, c'est les articulations au sein de la personne. Et ensuite, une perte d'acides aminaux tels que mignoline, théronine et d'autres molécules qui sont connues pour une décroissance d'inflammation. Ce qui est intéressant, et surtout pour moi, c'est qu'il y a une augmentation dans les polygos et formates. Format, c'est produit par les microbes en santé, de chez ceux qui sont en santé, mais on peut créer ici un environnement là où il y a plus d'oxygène qui donc permet à une croissance de choses telles que E. coli ou d'autres microbes dans le microbiome de l'intestin. Alors là, c'est pourquoi on peut voir donc ces microbes négatifs dans le tractus gastro-intestinal. Mais pour un microbiome une personne de AIG, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a tellement de fonctions qui existent là au sein du microbiome de l'intestin. Alors, à titre de conclusion, les types ou les noms de microbes et les fonctions
leur titre change là au sein de ceux qui ont l'arthrite idiopathique juvénile et ça semble être associé à une inflammation actuelle, que ce soit mesuré par un marqueur systémique comme la vitesse de sédimentation globulaire ou le compte individuel de la personne. Ce qui se passe, vu qu'il y a un changement chez les gens ayant AIJ ou les adultes, il y a des changements par rapport à ce que nous voyons par rapport aux maladies des intestins. Ça veut dire que les chemins donc, mènent à un changement dans le microbiome de l'intestin et ensuite, cela renforce l'inflammation là au sein de l'hôte. Alors, le rhumacoquille navis, par exemple, nous montre que le microbiome peut donc empirer l'inflammation chez la personne. Et en plus, qui touche la santé encore plus, c'est quand on change les microbes présents, on change les fonctionnalités. Alors, on a vu des changements dans le traitement d'acides aminaux. On sait que ça, c'est le fondement des protéines qui sont responsables des fonctionnements pour les humains. Alors, cela suggère un impact plus important pour la santé quand on change le microbiome de l'intestin. Alors, à l'avenir, nous devons finaliser cette analyse pour se concentrer sur le côté fonctionnel. Nous devons également faire la collecte de plus d'échantillons. Alors, plus d'échantillons, mieux on peut identifier les éléments du microbiome. J'aime bien dire, bon, on veut bien faire la collecte de sel. Bon, on sait que c'est facile à faire, c'est simple, et voilà. Alors, j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous les gens avec qui j'ai travaillé au Royaume-Uni pour faire la collecte des sels et mon équipe aussi au laboratoire. Alors, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Kelsey. Des éclaircissements, quand vous avez dit que vous avez besoin de plus d'échantillons, c'est-à-dire que vous avez besoin de plus de personnes pour y contribuer ou vous avez besoin des échantillons plus grands? Bon, habituellement, nous avons assez, ou l'échantillon est assez grand, mais nous avons besoin de plus de personnes qui fournissent l'échantillon. Et dans le microbiome, ça serait bien d'avoir plusieurs échantillons de la même personne. Parce que beaucoup de travail a été fait par rapport aux maladies inflammatoires sur des échantillons longitudinaux, là où nous avons fait la collecte d'échantillons de la même personne. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'est un sujet fascinant. Il y a beaucoup d'informations à absorber. Et bon, je vois que il y a beaucoup d'amis là dans ce grand groupe. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté à toutes ces nouvelles personnes, ces amis. Maintenant, nous allons présenter d'autres amis qui vont se joindre à nous pour notre panel de questions et réponses. Alors, rapidement, je vais présenter nos panélistes, les conférenciers. Il y a Cassie qui devait partir pour son cours de danse. Et il y a son papa qui est là avec nous, David Porte. Il connaît beaucoup par rapport au restaurant sans gluten, mais il est aussi très enthousiaste et chef qui fait de la nourriture sans gluten. Et c'est un membre du conseil et cofondateur de l'association. Et je vais vous dire, bon, c'est un militant pour les enfants, mais c'est quelqu'un qui fait du bon travail pour les enfants et donc sensibilise les gens sur la question de l'AIJ et a fait beaucoup de contributions. Avec nous aussi, nous avons le Dr. Brian Feldman. Dr. Feldman est un ami à Cassie Friends, c'est un scientifique cliniciste et donc à la tête de rhumatologie pédiatrique à Sick Kids à Toronto, en Ontario. Alors, il voit les enfants qui souffrent de ces maladies et il a fait beaucoup de contributions dans le domaine. Dans l'AIJ systémique, il a fait des études sur le sommeil, l'exercice, les régimes, etc. Alors, il a beaucoup fait pour la recherche
pour la communauté de l'arthrite idiopathique juvénile. Et récemment, nous avons travaillé avec le Dr. Feldman, avec les patients, les parents de la communauté de Cassie et Friends pour examiner le rôle des gens. Et bon, en tout cas, c'est une étude que nous allons faire, travailler dessus à l'avenir. Et nous espérons que les gens vont y participer et fournir un échantillon des selles si possible. Alors, nous allons commencer avec la section de questions. Kelsey, vous avez rapidement parlé de cette maladie inflammatoire à la fin de votre présentation. Ensuite, il y avait une question sur cette connexion. Alors, rapidement, est-ce que vous voulez peut-être parler un petit peu plus sur ces connexions? Écoutez, je ne suis pas scientifique. Bon, j'ai parlé avec plusieurs de mes collègues et habituellement, oui, on voit une connexion entre l'inflammation des articulations et des maladies inflammatoires de l'intestin. Ce que je disais, c'est qu'il y a un mécanisme commun, potentiellement. Bon, ce qu'on voit dans des choses altérées chez les patients ayant l'arthrite et ceux qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. Mais je sais que ce n'est pas donc inhabituel de voir une augmentation de heteroprotectine, c'est un marqueur de l'inflammation chez les patients avec l'arthrite inflammatoire. Brian, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, est-ce que c'est commun de voir cette connexion ou de voir une diagnostic double? Une chose qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de chevauchements entre ces conditions qu'on examine. Alors, pour faciliter les choses, on essaye de diviser le tout pour diviser, par exemple, l'AIJ ou les maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a eu beaucoup d'études menées qui nous montrent que les patients ayant AIJ, surtout ceux qui ont de l'arthrite interstitielle, ont quelques inflammations dans l'intestin. On sait que les germes qui sont présents causent l'arthrite réactif, causent également l'inflammation de l'intestin, et ça c'est commun. Et il y a beaucoup d'enfants, en fait, avec Crohn's disease, la maladie Crohn's, qui ensuite souffrent de l'arthrite. Alors, ça serait artificiel de dire, bon, il y a tout un spectre de maladies inflammatoires, et bon, là où il y a des parties du corps qui sont enflammées, et on veut donc séparer ces choses pour simplifier les choses. Oui, écoutez, ça c'est relié à la question que faisons-nous avec l'intestin, quand un enfant a déjà l'AIJ? Comme Kelsey a dit, bon, c'est difficile à dire. C'est difficile de voir si les changements dans les germes qui sont là dans notre ventre, bon, est-ce que c'est une question de poule ou de l'œuf? C'est-à-dire, bon, Dan Horton suggère que des antibiotiques en tant que jeunes a un potentiel de changer les germes qui sont là dans le ventre, peut mener à avoir plus de susceptibilité d'avoir l'arthrite. Il se peut que les germes qui sont altérés causent l'arthrite, mais en même temps, on croit qu'une fois que vous êtes atteint de l'arthrite, comme Kelsey a dit, les germes sont peut-être un petit peu différents et les produits chimiques sont différents. Et en altérant ces germes, vous pouvez vous sentir mieux. Nous savons, bon, à partir des études sur l'arthrite rhumatoïde, c'est qu'une bonne façon de changer les germes, c'est de changer ce que nous mangeons. Parce que ce que nous mangeons donc, alimente les germes. Et comme Kelsey a dit, bon, elle a dit qu'il y a beaucoup de choses, avec du fibre, bon, le régime méditerranéen, par exemple. Il y a des choses qui sont plus utiles que d'autres. Mais habituellement, bon, les chips et la pizza, ce qu'on aimerait manger, bon, ça, probablement, alimente les mauvais germes qui ensuite créent les mauvais produits chimiques. L'étude que nous aimerions donc mener, c'est semblable à ce qui a été fait chez les études de maladies inflammatoires de l'intestin, c'est de changer le régime, d'avoir un régime sain, de voir si les enfants ayant l'arthrite qui se sentent mieux et d'avoir moins d'inflammation dans leurs articulations. Très bien, merci beaucoup. Alors, passons directement là au régime.
Alors, vos expériences, David, la question, que faisons-nous avec la nourriture par rapport à naproxen, methotrexate pour réduire les problèmes et les troubles du ventre? Bonne question. Et je suis là au nom de Cassie qui est partie au cours de danse. Alors, je voulais avoir sa réponse, alors je lui ai envoyé la question. Alors, vous avez là la réponse d'un parent et ensuite de l'enfant. Alors, ce que nous avons fait, bon, Cassie, bon, elle est très exigeante par rapport à ce qu'elle mange. Eh bien, un jour, elle pouvait seulement manger les carottes comme légumes et ensuite elle devenait donc orange parce que c'était les seuls légumes qu'elle mangeait. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait voir quelle nourriture elle pouvait manger. Et sa réponse, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, avec le temps, elle est devenue moins exigeante et elle a donc élargi à son régime. C'est vrai, bon, et maintenant, elle mange beaucoup plus. Mais quand elle était jeune, on a donné le régime le plus sain que possible, basé sur la nourriture qu'elle pouvait manger, au lieu d'avoir des batailles constamment. Alors, il y avait tellement de problèmes avec bon, la maladie et la nourriture. Alors, on voulait qu'elle mangeait donc régime sain. Bon, elle mangeait du steak, des carottes, ça allait. Donc, elle pouvait vivre là-dessus. Et avec le temps, donc, elle a donc dit, elle a élargi cela. Maintenant, elle mange un régime sans gluten. Alors, quand on est passé à sans gluten, on l'a fait. Alors, on a utilisé des pots complètement différents. Alors, c'était complètement sans gluten. Eh bien, cela a peut-être réduit l'inflammation dans le ventre, dans l'intestin. Alors, on a travaillé là-dessus pour réduire l'inflammation. Peut-être que cela a aussi aidé les choses. Mais oui, ça a été difficile. Il y a eu des moments difficiles, ça c'est sûr. Et maintenant, vous avez une routine par rapport à Shake. Oui, quand elle mange, qu'est-ce qu'elle mange? Et auparavant, il y avait methotrexate. Là, on mangeait un céréal chaud, Uncle Ben's. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais en tout cas. Et après quelques années, bon, elle ne veut plus la manger parce que elle croit que ça a empiré les choses, mais on a fait ça pendant 8 ans. Elle mangeait cela, c'était tellement, bon, c'était sans gluten, c'était du céréal chaud. Uncle Bill, ça s'appelle, je crois. En tout cas, on a trouvé la routine et ça a fonctionné. Très bien. En fait, nous avons donc quelqu'un d'autre qui mange les carottes d'après les commentaires. Et je crois que la réponse à la question devrait être donnée par Dr. Feldman et ensuite on retournera donc au clinicien. Alors, on dit qu'on n'a jamais été testé pour cœliaque, mais ils ont une diarrhée donc grave après que la personne mange des choses avec gluten. Alors, avec un régime sans gluten, ces personnes mangent seulement des carottes et du fruit cantaloupe. Alors, c'est difficile pour les parents. Est-ce qu'il faut donc un bon régime, ou est-ce qu'il faut ne pas manger du gluten? Alors, si on ne mange pas du gluten et on ne mange pas bien, ou si vous mangez du gluten et bon, peut-être il y a des choses qui ne se passent pas bien et vous avez la diarrhée. En tout cas, la première chose que je suggérerais, c'est de voir si vous avez la maladie cœliaque ou non. Bon, à peu près 1% de chaque Canadien a la maladie cœliaque et c'est probablement plus élevé, bon, 3,5% quand on examine toutes les études pour les enfants ayant l'arthrite. Alors, il y a une bonne chance que si vous avez l'arthrite, vous avez la maladie cœliaque. Et si c'est le cas, bon, écoutez, vous pouvez devenir très malade si vous continuez à manger le gluten. Alors, il faut parler avec votre médecin et votre spécialiste en nutriments. Bon, il y a des gens qui n'ont pas la maladie cœliaque, mais ont des problèmes avec le gluten. À la plupart des centres, ce que nous faisons, nous travaillons avec les spécialistes en nutriments. Et ces gens peuvent donc travailler avec vous pour vous dire ce que vous pouvez manger à part manger seulement les carottes.
Et peut-être ça va améliorer les choses pour l'arthrite. Même si vous n'avez pas une allergie au gluten, peut-être vous avez tout simplement une sensibilité. Oui, je vais rajouter là-dessus un petit peu plus du côté pratico-pratique, d'avoir travaillé avec des questions de gluten, sans gluten pendant 13-14 ans. Il y a beaucoup de substituts et d'autres ne sont pas de bons substituts. Et selon mes expériences, je vais vous dire que ça prend un peu de temps. Il faut essayer de voir quels sont les bons substituts, donc, où se trouve cette la bonne boulangerie, bon, où trouver les bons aliments avaient le goût de sable, mais d'autres choses avaient un bon goût, près de ce que nous on mange habituellement. Alors, il faut essayer et par ce processus, on trouve des bons substituts. Très bien. Alors, il faut essayer. Je crois que Cassie a dit qu'il faut aussi faire une planification accrue, n'est-ce pas? Oui, oui, il faut vraiment planifier pour réussir. Kelsey, on va retourner vers vous. La question, est-ce que la présence de certains microbes peut être donc retenue de nos ancêtres? Bon, on ne le sait pas à 100%. La génétique est très difficile à documenter. Alors, la variation de vos gènes comparée aux variations dans le microbiome, ça, c'est très difficile de documenter. Il y a quelques preuves qui nous montrent qu'il y a des changements dans vos gènes qui peuvent causer quelques changements dans les microbes. Et c'est probablement à cause du fait de comment le système immunitaire fonctionne. Mais il n'y a pas de preuves qui nous montrent qu'il y a euh, des questions héréditaires. Alors, si vous êtes né donc avec, de façon naturelle ou avec une C-section de la maman, bon, peut-être ça change des choses, mais en tout cas, nous n'avons pas pu voir des changements héréditaires. Alors, ce n'est pas une bonne réponse, mais on croit que, bon, les gens ont leur microbiome unique. Bon, il y en a des gens qui disent, bon, écoutez, toute la famille a des mauvais ventres ou des problèmes au ventre. En tout cas, la prochaine question, et je retourne vers Kelsey. Est-ce que cette boucle de rétroaction est présente dans le microbiome? Est-ce que c'est vu dans d'autres endroits du microbiome comme c'est la réponse rapide. Il y a du bon travail qui s'est fait chez les gens qui ont l'eczéma, là où on voit une flambée de Staphylococcus sur la peau quand il y a une flambée là pour l'eczéma. Et là, on croit que c'est relié par rapport à l'inflammation causée par le système immunitaire et ensuite qui déclenche ces microbes-là sur la peau. Alors, il ne s'agit pas tout simplement de l'intestin, mais c'est beaucoup plus étudié là dans l'intestin. Les germes dans la bouche semblent être très importants pour leur rôle dans l'arthrite rhumatoïde chez les adultes. Il y a plein de choses qui sont importantes pour empirer l'arthrite rhumatoïde ou même de donc souffrir, comme bon, de fumer par exemple. Et on croit que les germes sont certainement reliés à cela. Alors, il ne s'agit pas tout simplement le ventre et des intestins qui importent. Hein. Brian, une autre question pour vous. Alors, quand vous êtes là dans les cliniques avec les familles et on vous pose des questions sur les vitamines, les suppléants, bon, les probiotiques, tout cela relié, bon, quelle sorte de choses, quels conseils donnez-vous aux familles? Alors, il y a des vitamines qui donc vont de pair avec des médicaments, par exemple, prednisone. On recommande habituellement des choses qui vont améliorer leur santé des os. Ceux qui prennent méthotrexate, donc, devraient prendre de l'acide folique. À part ça, il n'y a pas beaucoup de preuves qui nous montrent que les vitamines supplémentaires, bon, c'est-à-dire les vitamines qui ne proviennent pas de la nourriture, sont forcément bons pour la santé. Et en fait, j'ai entendu quelques conférences de ce scientifique, un expert microbiome qui a écrit beaucoup sur le domaine. Mais et en tout cas, c'est un spécialiste de nourriture. Il a écrit un livre, Spoon Fed. Pourquoi ce que nous savons sur la nourriture est mauvais. Et en fait,
C'est un bon livre. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et ça a été écrit il y a quelques années, en 2020, au cours de la pandémie. Et bon, j'ai eu l'occasion de le lire. Et cela nous montre que ce qui nous croyons a été manipulé par les industries, y compris les vitamines. Les probiotiques en soi ont un rôle dans quel type de diarrhée, mais les gens n'ont pas pu montrer qu'ils sont utiles pour les maladies inflammatoires. Et c'est probablement à cause du fait que c'est impossible d'avoir assez des probiotiques pour vraiment faire une différence. Alors, moi, je fais ma propre bière chez moi. Et bon, j'ai posé une question à un scientifique par rapport à la levure. Et je me suis dit, bon, est-ce que je ne peux pas donc améliorer le microbiome si si j'ingeste assez de levure? Eh bien, Poop transplants, where La you take transplantation des selles, par exemple, on prend les selles de quelqu'un d'autre qui est en bonne santé et on transplante ça à une autre personne. Et il y a une amélioration pour diverses raisons. I think the strategy, and obviously the ones that we've talked about with Cassie and Friends, is really a prebiotic. Je pense que la stratégie en question, c'est de la prébiotique, c'est-à-dire que vous avez de bons produits chimiques qui vont aider. Mais changer de régime pour un enfant qui a 6 ans ou et Cassie a raconté qu'elle devait changer son régime alimentaire. Elle n'avait pas vraiment le choix, mais c'est difficile. Il faut vraiment être très motivé. Et si vous voulez changer à ce moment-là, et c'est une bonne stratégie. Donc, vous changez le régime alimentaire, vous dites à l'enfant, ou sinon, on va te mettre les selles d'un autre dans ton organisme. Bon, je peux vous dire que l'enfant va peut-être choisir de manger du brocoli. Bon, il y a une autre question. Il y a une personne qui a posé une question sur la transplantation des selles. Je me suis dit, ah, c'est sans doute une erreur. Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais on en apprend tous les jours. La transplantation des selles, ça existe. Et la transplantation des microbiomes aux États-Unis, et c'est très remis en question parce qu'on peut avoir des microbes négatifs. Alors, la transplantation n'est pas encore quelque chose qui donne de bons résultats. Mais lorsqu'on parle de transplantation de selles de quelqu'un d'autre, bon, ce n'est pas très invitant. Et en fait, ce qu'on fait à Boston, c'est qu'on a des pilules déshydratées de sel provenant de quelqu'un d'autre. Et on pensait que l'huile de castor, c'était pas bon. Bon, en voilà. On a encore quelques questions sur les prébiotiques et les probiotiques. Je pense que vous avez répondu à la question, mais on a posé la question au sujet des enfants de méthotrexate des probiotiques. Le problème avec le méthotrexate, Kelsey a mentionné l'arthrite rhumatoïde. Alors, dans certains cas, ça peut aider dans le cas de déséquilibre, mais les problèmes que l'on observe sont dus à la chimie. Le méthotrexate, en fait, est utilisé dans le cas de guérison du cancer. Et il y a un tiers des enfants qui prennent le méthotrexate. Et David, vous avez parlé de certaines stratégies pour aider Cassie. Ce que je fais, moi, c'est que je change le médicament. Je préfère ne pas donner le méthotrexate parce que je pense et je peux recommander quelque chose pour régler la nausée due au méthotrexate. À Vancouver, on fait une étude sur
l'utilisation des médicaments qui sont utilisés dans le cas de cancer pour diminuer la chimie, si ça pouvait, pardon, pour diminuer la nausée, si ça pouvait aider. Donc, on devrait savoir dans 1 ou 2 années s'il existe d'autres stratégies. Qu'est-ce qui est toléré? Oui, c'est assez intéressant. Alors, il y a des personnes qui ont participé à l'étude, paraît-il, c'est indiqué dans la boîte de clavardage. Donc, on essaie de trouver des réponses à toutes les questions qui sont soulevées ici. Kelsey, maintenant, j'ai une question pour vous. Étude. Vous avez eu divers types de l'AGI, ceux qui avaient eu l'uvéite, est-ce que ça faisait partie de l'étude également? Oui, euh, j'ai travaillé là-dessus, mais ce n'était pas significatif pour ce qui était de la composition, c'était juste l'AGI ou l'AGI combiné à d'autres choses. Et je pense que dans cette étude, il y avait d'autres problèmes de santé qui étaient associés à l'AGI, en plus de l'uvéite. Alors, une autre question ici. Attendez, est-ce que mon écran gèle? Non. Alors, j'ai une autre question ici. Alors, Cassie a un frère. Alors, ce n'est pas une question qui touche Casey. Alors, il y a une dame qui dit, j'ai 2 filles. Celle qui a l'arthrite juvénile pète fort et fréquemment. Est-ce un signe d'un intestin en mauvaise santé? Donc, pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît, Kelsey? La production de gaz a été associée aux microbes négatifs. Donc, ceux qui ont la maladie de Crohn ont peut-être beaucoup de gaz. S'il y a un lien direct avec le microbiome intestinal, c'est difficile à dire, mais il y a un lien avec les microbes de gaz. Merci. Excellent. Maintenant, les 2 prochaines questions sont pour Brian. Alors, quel genre de test est-ce qu'on peut faire pour établir le diagnostic de l'arthrite juvénile ou pour détecter les maladies inflammatoires? Ou c'est peut-être aussi d'identifier le type d'arthrite juvénile. Alors, le genre de diagnostic qu'on fait, ce n'est pas une question vraiment de test. C'est surtout comment se sent l'enfant. Est-ce que nous observons? Ce n'est pas vraiment une question de test. Mais lorsqu'on essaie de déterminer quelle est la catégorie d'arthrite juvénile, on fait des tests sanguins. Cassie a mentionné qu'elle a mentionné certains tests. On a le HLB27. Et on a aussi le test d'anticorps nucléaire. Alors, nous faisons un diagnostic clinique en fonction de ce que nous dit le patient et ce qu'on a observé chez le patient. Excellent. Bon, c'est un autre sujet d'étude et ça fera l'objet d'un webinaire. Alors, nous avons une autre question pour Kelsey. Si l'inflammation natrique juvénile diminue, est-ce que vous avez étudié les patients au cours du processus lorsqu'il y a des flambées, lorsqu'il n'y en a pas, lorsqu'il y a une diminution de l'inflammation? Alors, et peut-être qu'il existe une étude de ce genre, mais moi, je n'ai rien vu à ce sujet-là. Je pense
que le médicament permet de diminuer l'inflammation. Mais je n'ai pas étudié ça pour l'arthrite juvénile, mais je l'ai étudié pour ce qui est de l'étude. Mais je sais qu'il y a une étude des flambées qui a été faite au Royaume-Uni et il y a eu des patients qui étaient stables. On leur a demandé de ne plus prendre de médicaments et ensuite on a vu s'il y avait des flambées ou non. Mais il y a certains microbes qui peuvent changer en fonction de l'état. Is it- yeah. The study of the microbiome and all L'étude du microbiome, on a des techniques différentes, mais on sait que les intestins sont très longs et l'étude de l'échantillon des selles permet de voir d'une façon générale ce qui se passe. Mais il y a toutes sortes de parties qui existent et qui font partie des intestins. Alors, lorsqu'on parle de qu'est-ce qui se passe au fil du temps, c'est assez complexe parce que nous n'avons pas nécessairement la technologie pour étudier ce qui se passe au fil du temps. Mais il y a diverses façons de faire l'étude à l'heure actuelle. Et je pense qu'on va résoudre ce genre de questions à l'avenir, dans un proche avenir, peut-être dans 1 ou 2 années. Oui, par exemple, l'intestin grêle, et il faut retirer toutes les matières fécales, par exemple, et sans procéder à la chirurgie. Il faut voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vide l'intestin grêle, par exemple. Alors, j'ai encore du temps pour 2 autres questions. Alors, Brian pourra peut-être répondre à la première question. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'un bon repas pour les intestins? Alors, avec Cassie and Friends, on va voir si le régime peut améliorer l'arthrite. Alors, les meilleures études qui ont été faites sont des petites études et elles ne sont pas très cohérentes. Et je pense que le meilleur régime qui existe, c'est encore le régime méditerranéen, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales entières, très peu de viande, de poisson et aussi avoir des huiles de bonne qualité. Donc, le régime méditerranéen est sans doute indiqué. Et il y a beaucoup de régimes qui existent et on sait qu'il y a beaucoup de recettes pour les régimes méditerranéens. Alors moi, je crois que la voie du régime méditerranéen est la voie à suivre. Alors merci. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et, et, et c'est bien que les familles mettent à l'essai les régimes en question. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est toujours axé sur la santé des patients. Alors, dernière question. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour la recherche? Quel est le lien entre l'arthrite juvénile et le microbiome? Alors, je vais vous demander qu'est-ce qui vous intéresse le plus et je vais finir par David qui pourra nous dire quels sont les défis qui s'en viennent et qui touchent l'arthrite juvénile. Kelsey, à vous. The ability to Alors, il collect. s'agit de la capacité de collecter plus d'échantillons et de vraiment creuser profondément en détail là-dedans. Brian avait parlé de la poule et l'œuf. Bon, ça, c'est très intéressant selon moi. Pouvons-nous donc voir avant la maladie pour voir quand il y a des changements dans le microbiome?
Et il y a des chercheurs qui essayent de cibler justement cela, de voir quelle est la conversion, bon, que ce soit pour les diabètes type 1 ou que ce soit pour l'arthrite idiopathique juvénile ou même l'arthrite chez les adultes. Écoutez, ça, c'est tout, c'est épatant. Pouvons-nous donc voir quand c'est essentiel d'améliorer la santé des intestins pour empêcher les maladies. Merci beaucoup de votre travail sur ces maladies juvéniles. Brian, c'est à vous. Je m'intéresse beaucoup à voir à petite échelle, au pays, au Canada, de voir si on peut changer les choses avec les régimes. Parce que si on peut montrer cela, même si c'est avec un tout petit peu, bon, on peut ensuite avoir des collègues partout en Amérique du Nord ou peut-être en Asie, de faire cela à une échelle beaucoup plus grande pour avoir une réponse définitive sur si, bon, ça c'est la question la plus grande qu'on me pose depuis le début de ma carrière, c'est qu'est-ce que je peux manger pour améliorer l'arthrite? Et ça serait une chose qui serait très utile pour des familles. Absolument. Absolument. Ça, c'est c'est pour ça que les gens devraient donc faire plus ce travail là-dedans, de parler encore plus des échantillons de sel. Bon, oui, de grands échantillons. David, vous avez le dernier mot. Alors, j'ai beaucoup appris. Été très intéressant. Bon, ma fille, elle était très exigeante par rapport à ce qu'elle mangeait. Et moi, maintenant, avec le temps, eh bien, ça, c'est le côté positif. Écoutez, avec le temps, on a pu régler beaucoup des problèmes. Et ce qui était très intéressant, je fais écho à ce que Brian vient de dire, que, bon, avec l'âge, on a la capacité d'examiner, par exemple, un régime méditerranéen et ou de passer sur un tel, sur une chose comme ça. Alors, j'ai vu ce qu'on a mis dans le chat. En tout cas, il y a des données. Si on a des données qui découlent de ça, ça serait bien pour les familles, pour Cassie and Friends. Comme ça, on peut peut-être changer tous les régimes de la famille. Et même si ce n'est pas donc quelque chose, forcément un remède, mais peut-être c'est une façon qu'on pourrait peut-être améliorer la nausée et améliorer les problèmes qui sont associés à la nausée. Alors ça, c'est un pas dans la bonne direction. Et ça serait une bonne chose pour les parents parce que certainement, si les enfants ne veulent pas vomir, bon, ça c'est un bon signe, n'est-ce pas? Il y a eu bonne leçon aujourd'hui. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et moi aussi, je vais parler de cette question de sel et d'échantillons de sel pour encourager les gens à travailler un petit peu plus là-dessus. Alors, merci beaucoup aux conférenciers, merci beaucoup à Cassie qui est en train de faire sa leçon de danse. Mais on sait qu'il y a des gens qui travaillent là sur l'arthrite idiopathique juvénile et ça, c'est une chose qui contribue beaucoup à la communauté. Nous sommes épatés de pouvoir offrir cette séance, d'avoir des questions et d'offrir cela aux familles au Canada et de par le monde. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir une réponse à leurs questions, sachez que nous allons donc parler avec notre comité de conseillers et nous allons donc avoir un courriel qui va vous donner un lien à un sondage. Alors, on vous demande de nous donner votre rétroaction. Si vous avez des idées d'études ou n'importe quoi, n'hésitez pas à partager cela avec nous. Alors, merci beaucoup encore une fois. Nous allons partager les diapositives avec vous et nous allons donc terminer le webinaire. Encore une fois, j'aimerais remercier les commanditaires, Arthritis Society, Nicola Wealth Management, AbbVie, Amgen et Sobi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour leur soutien. Et j'ai bien aimé cet appel. Bon, c'est le jour de don pour mardi, mais pas encore parce que nous n'avons pas encore lancé cette étude au Canada. Alors, jusqu'à ce qu'on fait la demande de ces échantillons de sel, bon, on peut faire des dons, mais aussi on peut aussi donc sensibiliser les gens sur l'AIJ. On peut faire des dons, on peut se porter bénévole. Il y a beaucoup de choses à faire. Et bon, ça, c'est un bon rappel que nous ne voulons pas que les enfants qui ont l'AIG soient délaissés et un changement pour arriver à une vision pour aider les enfants. Alors, vous pouvez viser le code QR là en bas ou le lien qui se trouve dans la boîte de clavardage. Dernière diapositive,
On aimerait remercier tout le monde. Bon, c'est notre dernier webinaire en ligne pour 2022. Alors, joyeux Hanouka, joyeux Noël, en fonction de ce que vous célébrez. Bon, prenez soin de vous et gardez contact avec Cassie Friends. Alors, voilà notre site web. Vous pouvez nous envoyer un courriel, connectez avec nous sur notre site web. Il y a plus de 600 familles qui y sont et sont prêts à parler avec vous. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui et j'espère que tout le monde va avoir une belle soirée. Merci beaucoup aux conférenciers. Merci, Kelsey, Brian, David. Merci aussi à l'équipe de Cassie Friends qui font un bon travail. Merci beaucoup aux interprètes aussi qui doivent traduire toute cette information scientifique. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée.